stop. Ben voilà, tout droit, stop. Là, c'est bon, Quentin. Encore. Non, c'est bon, là, il a limite des... Quand vous me semblez très grand. Alors, tout le monde est arrivé, a priori, il manque Maxence et peut-être encore une voiture et Rodolphe. Les gros derrière. Alors merci à tout le monde d'être venu, à ceux qui sont venus de loin, du côté de Nevers, du côté d'Auxerre, du Nord, on a le Poitou-Charentes. La famille Loriot, Patrick, Corinne et Dylan, 18 ans, est venue de Royan. Et en Renault 5 première génération, bien sûr. C'est la condition sine qua non pour participer au rassemblement près d'Orléans. Et alors, t'as une visa qui arrive? J'avais pas vu. La visa. Vous les tolérez? Oh bah bien sûr. On tolère tout le monde. Tous les amoureux de la voiture. On tolère tout le monde, mais on les met juste à côté. On les met à part. Une pureté Renault 5. Mais à la base, c'est de la Renault 5, donc Dis-moi, voilà. toi, tu sais mieux la particularité de celle-ci? Ragnotti. Alors mon frère, il a la même signature sur sa voiture. C'est qui alors? Ragnotti, c'est un pilote de course extraordinaire. Je sais pas, c'est un peu comme quand Madonna a jeté sa petite culotte, voilà, hein, la culotte, elle a été vendue je ne sais combien aux enchères. Tout ce qui vient de personnes célèbres, ça prend de la valeur. Ça, c'est le rêve de tous ceux qui sont là. Ah bon oui, ça. Pourquoi? Bah, c'est moteur central à l'arrière, c'est à peu près 300 chevaux, c'est le bonheur. Voilà, pour tout le monde. Hein. Des Turbo 2, je crois qu'il faut compter dans les 100 000 €. Enfin, c'est énorme. Donc ça, c'est 100 000 €. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Mais voilà, ceux qui les ont, ils les vendent pas. Hein. En général, ils se les gardent. Hein. La R5 fait désormais l'objet de spéculations. Toutes ne valent pas ce prix-là, bien sûr, de quelques centaines à des milliers d'euros suivant l'état et la rareté du modèle. Mais la petite Renault est entrée dans le monde des collectionneurs. Conduire une R5, c'est obtenir la reconnaissance des pilotes de voitures de prestige, bien plus chères. Joignez-nous sur l'autoroute, là on s'est fait 450 km. Tous les gars qui nous doublent, nous faisaient ça, nous klaxonnaient. Il y a une Maserati qui s'est arrêtée à côté de moi. Ouais, comme ça. Bon, après, il est parti comme un avion de chasse, mais c'est marrant, quoi. Les gars, ils sont passionnés aussi, ils connaissent, quoi. Machin, tu peux trouver un chiffon, s'il te plaît? Pour Patrick et Corinne, tous deux chauffeurs de taxi à Royan, la R5, c'est bien plus qu'une voiture. Le porte-bonheur de la famille. Lui, il avait une Renault 5 Alpine Turbo. Donc, il m'a séduite avec sa Renault 5 Alpine Turbo. Voilà. Famille de Renault 5. Il n'a pas été conçu dans une Renault 5, mais presque. Il aurait pu. Il aurait pu. Ça aurait pu. Et cette année, au rassemblement, il y a une surprise. Une chasse au trésor géante lancée dans la région. Elle a été volée, elle a été dégouillée. Alors il va y avoir l'allumeur à retrouver. Ça marche. Pour faire redémarrer la R5 dépouillée, les équipes doivent résoudre des énigmes, trouver les pièces manquantes. Volant, une roue, donc à la sortie du jardin, ça part en étoile dans toute la région. Tu viens? Allez, Guy, on rentre. On y va, c'est parti. Go! La course au trésor, on est dans les premiers, alors il n'y aura qu'un départ. Hein. C'est parti! Mais c'est plus dur que ma GTL, ça. Laisse maman arriver derrière. À titre exceptionnel, Dylan a l'autorisation de conduire la R5 bleue méticuleusement rénovée par Patrick. Depuis le temps qu'il me demandait de la conduire, comme ça il se fait la main. Et, bon, il conduit bien, il habite à conduire toute voiture. Alors, D14, direction Orléans. C'est parti pour la chasse au trésor, alors qu'à 800 km d'ici, un grand voyage se prépare. Allez, go. À Marseille, chez les Chambons, on n'est pas Citroën, mais Peugeot. Annie, la maman, délaisse parfois son entreprise de décoration pour jouer son rôle de présidente de l'Amicale 504, une association dédiée à un fameux modèle du lion, le lion, omniprésent dans la maison. Ah, vous discutez pas avant de partir. C'est Peugeot, ça. Celui-là, il est très lourd. Celui-là, il est monté sur un bouchon. Pareil, c'est un lion, mais c'est Peugeot. Hein.
Il y a Peugeot partout dans la maison. Presque. Non, pas tout partout. Pas tout partout. On est bon? Ce soir-là, Annie prépare son expédition en 504, destination le port de Gênes, en Italie. Parce qu'on prend le bateau à Gênes. Ouais. On descend donc à Palerme. Donc, toute la nuit, on est sur le bateau. Le voyage d'une maman et de ses enfants, sans Christian retenu par son travail. On vers la Corse. Puis après, on fait un bout de la Sicile. On va la débâcher déjà. Hein, Et elle est dans... Là, elle est dans un état... attends. Un peu pourri. Son amour de la 504 est né il y a 16 ans, avec ce cabriolet offert par Christian à la naissance de sa fille Fanny. Voilà, c'est bien. On s'attend à d'autres cadeaux pour une femme et pas une voiture ancienne. Donc c'est vrai que... Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Depuis les 504, elle les aime dans toutes leurs versions. Jusqu'au pick-up, avec un diesel première génération, ça s'entend. Plus habitué à la maçonnerie qu'au tourisme transalpin. Un excellent plan B quand le cabriolet est en panne. Quasiment d'origine, l'intérieur est d'origine. Jamais restauré. Vous en trouvez très rarement dans cet état-là. C'est vraiment, on va dire, quelque chose de, on va pas dire unique, mais très rare. Voilà. Ça, c'est d'origine. Bon, après, on a rafraîchi les peintures. Mais, je veux dire, c'est boursouflé. Voilà, c'est du relief. Hein, c'est dans la carrosserie même. Et c'était... Ça vous aimait bien? Ouais. Sur le côté, pour que ça rentre. Sinon, on n'arrivera pas à tout mettre. Là, pour une fois, vous n'avez pas dû vous restreindre. Ah, alors là, c'est la première fois où on s'est lâché avec les bagages. En fait, il y a, on voit en dessous les barres en fer. Elles sont en arrondi. Quand elles sont plates complètement, il faut arrêter de charger. Non, c'est comme ça aussi, pareil. Après, dans la vie quotidienne, on est pris par le travail partout. Il y a les écoles, les études. Donc, on n'a pas le même relationnel quand on est en vacances. Voilà, donc on se retrouve, on va dire, avec maman et les enfants. Et la 504. Et la 504. Chine. À notre voyage En Italie. en Italie, Ouais. c'est celui-là mon père. Les véhicules de collection pour faire le lien entre les générations. Allez, on y va, c'est parti. Dans la famille Boulin, les autos c'est une affaire d'homme. Allez, c'est parti, mon grand. Et pas n'importe quelle voiture, uniquement les Citroën Visa. Celle-ci date de 1979. Allez, on s'attache. Comment la réveiller? Oui, elle est réveillée, maman. Frédéric, 35 ans, l'a restauré tout seul, dans son garage. 5 ans de travail, 6 000 € d'investissement, beaucoup plus que sa cote. Ouais, on va aller voir plein de dodoches. Sa Visa, c'est sa fierté, celle de son fils Timéo aussi. On va au parc expo de Rouen à Automoto Rétro. C'est le plus grand rassemblement annuel de la région. Ça va de la 2 chevaux à la Ford Mustang, il y a quelques Ferrari, il y a pas mal de Porsche. C'est assez éclectique comme expo. Sans aucun complexe, Frédéric et Timéo rejoignent le cortège des voitures de collection. L'entrée là-bas, un peu plus loin sur la gauche, monsieur. Mais eux ont bien plus rare qu'une Porsche, une Ferrari ou une Mustang. Je vais me mettre derrière la Ferrari. Bah là on passe d'un extrême à l'autre. La petite voiture populaire à une grande sportive. Record d'affluence ce jour-là, où le public guette les grands classiques de l'histoire automobile. Les tractions avant, Mustang, Corvette et leurs gros V8. Mais aux côtés de ces mythes, les petites françaises plus discrètes se font désormais une place.
là, la fameuse Renault 16, en plus c'est la version TX. Ça c'était ce qu'il y avait de plus haut de gamme à l'époque. C'était vraiment la voiture de famille par excellence. La bonne routière, super bien équipée, confortable. C'est la voiture de papa ou du grand-oncle. La banquette arrière, les odeurs, les voyages qu'ils ont connus enfants et qui racontent la France des années 70, 80 ou 90. Des voitures de plus en plus rares. Une petite 204 cabriolet. Pareil, la petite voiture sympa aussi. C'est une petite voiture fluette, mais elle est toute mignonne. Quand on voit le devant, on a l'impression que la voiture est en train de vous sourire. Pareil, première traction avant chez Zimca. Ça, c'est une très bonne voiture en plus, qui était souvent achetée par la classe ouvrière, on va dire. L'auto dit beaucoup de choses. Oui. En fait, l'automobile reflète la société et chaque automobile reflète son propriétaire. On se pose même des questions de savoir comment nos parents ou nos grands-parents vivaient à l'époque, sachant qu'ils avaient ce genre de véhicule-là. Enfin, tout le monde était plus heureux, c'était l'insouciance, enfin tout le bonheur total, quoi. Ce jour-là, il n'y a que 2 visas présentes sur le salon et c'est peut-être ce qui fait son succès. C'est extrêmement rare comme ça. Hein. Et en plus, c'est sa tente d'origine, bleu régate métallisé. Elle avait l'option peinture. Il faut la garder. Ah, celle-là, oui. Une de sauvée. Et vous, c'est quoi comme souvenir, la Visa? Moi, c'est ça décoiffe. La pub avec la Visa GT, ça décoiffe. C'est tout. La Visa sur le porte-avions qui décolle. Moi, je suis content que ça côtoie n'importe quelle autre voiture, de luxe ou pas. Tout le monde n'a pas roulé en Mustang, mais beaucoup ont roulé en Visa. Classe américaine et nostalgie française. La Citroën, icône de la culture populaire, qui mérite, selon Frédéric, bien mieux que la casse et l'oubli. C'est pas un modèle que les gens osent exposer parce que voilà, ça reste encore la voiture à papy par excellence. On commence à la considérer comme une voiture de collection, mais c'est plus considéré comme un véhicule d'occasion encore. Et c'est encore entre deux eaux, donc c'est pour ça faire la promotion de ce véhicule-là, c'est assez important pour moi. La promotion de la R5, Je pense qu'on doit pouvoir. ils la font sur les routes du Loiret. Et voilà, regarde, dans un beau lieu en plus, tu vois. Hop. Impeccable. Patrick, Dylan et Corinne, concentrés sur la chasse au trésor. Je cherche la girouette, moi. La girouette là-haut, là, c'est pas ça? Mais non, c'est pas la même, elle est pas faite comme ça. Elle est pas faite comme ça. Ils traquent des indices disséminés au cœur des villages de la Loire. La girouette? Ah oui, là-haut. Ces indices mènent à un village dans lequel ils pourront enfin trouver les pièces manquantes à la R5 des Ossets. Il faudrait peut-être que vous trouviez, les gars, parce que c'est que moi qui trouve. Hein. Mais dis donc, En plus de la balade, cette chasse au trésor, c'est un bon prétexte pour rouler en R5 et pour Dylan de conduire l'Alpine Turbo. papa il voulait pas te la laisser avant, hein? Non, mais bon. Et maintenant? La dernière fois, j'étais obligé de la conduire puisqu'elle avait mal à sa jambe. Bah oui, je sais bien. Ils font bon. C'est exceptionnel qu'ils te la laissent là. Non, c'est parce que je suis avec lui. Je vais pas lui laisser quand il est tout seul. Bah c'est bien, vous faites équipe. C'est bon. Allez. Un petit départ canon là. Ça, j'ai la chance de pouvoir avoir cette passion-là avec mon père et en commun. On a 2 ou 3 petites passions comme ça, la voiture, la mécanique, la moto. Ouais. De toute façon, Dylan, il a toujours aimé tout ce qui était ancien. Les vieilles voitures, les films comme Louis de Finesse, tous ces films-là, les musiques des années 80, voilà. Ça avait l'air d'être vraiment une bonne époque et il faut essayer de la garder. Voilà. C'est de remettre ça un petit peu en valeur, quoi. Après quelques heures de recherche, le but approche. Arrivé groupé au village de Vison, désigné lieu du trésor. Ça me rappelle des bons souvenirs, ouais. La direction qui n'est pas assistée, qui fait une chaleur à crever là-dedans. Non, moi c'est allumage. Le trésor. Cet assortiment de pièces détachées choisies par les organisateurs
et qui devrait permettre de réparer la vieille Renault 5. Là, il faut qu'on retrouve les bonnes pièces de la Renault 5 qui a été démontée là-bas. L'armée qui passerait. Quand vous avez le flair. C'est pas ça. Déjà, c'est le droit. Attends, mais le droit. Patrick et Dylan doivent identifier le bon clignotant. Ouais, ça c'est un gauche et nous c'est le Ça, droit. c'est un gauche. Qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à la teinte, par rapport au truc de la voiture. Alors, Une affaire de spécialiste. moi je dirais celui-là. Ouais, tu as le 0101. Ouais, moi je dirais celui-là. La complicité aussi entre un père et son fils. Ok. Voilà. C'est important de faire des choses avec votre fils. Ouais, parce que moi j'ai peu le même rapport avec mon père à l'époque. Donc voilà, et mon père était routier, il était toujours parti, donc j'ai pas eu le même rapport. Et je me suis dit, bah tant qu'il est là, j'en profite quoi. Là, il est avec sa copine, il a une petite copine corse, là il va s'en aller pendant 2 mois, puis après ils vont faire leur vie, donc voilà. Pendant qu'il est là, on en profite. Dernier défi, un bouquet de fleurs, cueilli le long de la départementale, comme une étape dans le jeu des 1000 bornes. Il nous rajoute toujours des petites choses comme ça. Donc il faut ramener un beau bouquet sauvage. Voilà. Bon, des concurrents, c'est pas vraiment des concurrents ceux-là. C'est de la dope ça. Non, c'est une vieille voiture. Fais-moi plaisir. Chaque fois que tu feras pas cette manœuvre, tu vas craquer. À Marseille, c'est l'heure du départ et des derniers conseils. Donc, tu arrêtes. Et même mieux, tu sais ce que je fais moi? Quand je vais pour passer la marche arrière, je passe d'abord la première. Tu me suis? Tu passes la première avant de Au mettre la marche débrayage, arrière. je passe la première quand je suis arrêté. Et après, je mets la marche arrière. Et là, elle craque pas. Et voilà, le tour est joué. Vous faites confiance à la 504 pour votre famille? Sans problème. Pourquoi? Sans problème, parce que tout simplement, elle est bien révisée, on sait qu'on n'aura pas de problème. Et puis au niveau de tout ce qui est électronique, ben, il n'y en a pas, donc je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Et voilà, et l'aventure commence, maintenant qu'on est sur l'autoroute. Direction Gênes, 400 km pour Annie et ses enfants. On sait quand on part, c'est pas quand on arrive. Alors on sait quand on part, effectivement, on sait pas à quelle heure on va arriver. À 80 km/h sur la file de droite, avec pour toute musique les décibels du vieux diesel. On va te saigner? Non. C'est sûr? J'espère. Papa il m'a dit, dépasse pas le 100, après ça fait trop de bruit. Après la frontière italienne, premier arrêt sur une aire d'autoroute. La française ne passe pas inaperçue. Donc on tourne un film. Pas d'électronique donc sur la 504, mais ça ne suffit pas à éviter toutes les pannes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, attends. Ah, c'est un truc de fou. Ça ne tombe jamais en panne. Ça marche plus? Ça marche plus. Eh bien, je vais passer par l'autre côté. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça va pas nous gâcher le voyage, hein. Non, pas du tout. C'est le truc génial. Mais il m'arrive toujours quelque chose. Ou je perds les essuie-glaces, ou là, la portière ne s'ouvre pas. Et une fois, j'ai eu une fuite d'essence aussi. On a colmaté ça sur la route avec du chewing-gum. Ça vous dégoûte technique? Non, pas du tout. Non, mais ça fait partie du charme de la voiture. Maman, le moteur il a chauffé. Oui, logique, remettre les fesses. Allez hop. Allez, voilà. Le voyage en 504, une philosophie, presque un parcours initiatique. en Italie. Ça y est, on est en Italie. C'est magnifique quand même. On leur transmet au quotidien un savoir-vivre, une éducation. On leur transmet un patrimoine et la voiture fait partie de ce patrimoine. Donc on tente de leur faire aimer la voiture ancienne. Maintenant, après en grandissant, est-ce que ça va continuer à te plaire? Après, moi je préfère plutôt les voitures modernes, on va dire. Mais
on peut pas nier tu que peux changer avec les années. Que ce genre de voiture, ça a quand même, ça impose. Si tout se passe bien, sans aucune mauvaise surprise, ils atteindront ce soir le port de Gênes, la rencontre avec les autres collectionneurs. Elle est souple à conduire par rapport au cabriolet. Peace and love, les années 60. Allez vite. Dans quelques instants, Frédéric va vivre le moment qu'attendent tous les collectionneurs. On essaie de les faire revenir un peu sur les devants de la scène, on va dire. Quant à Fanny, au volant de sa 504, elle va enfin découvrir la Sicile et surtout de nombreux autres modèles de vieilles Peugeot. C'est l'américaine à la française. L'ultime fantasme du collectionneur, c'est la grange. Dénicher l'épave de rêve sous une botte de foin. Une réalité ce jour-là pour Frédéric avec une Visa option rouille et fiente de poule. On va se casser la tête, on va enlever l'arrivée d'essence. C'est enfin un rêve qui va se réaliser. Tentative de démarrage avec l'aide de son père. C'est juste qu'il faut qu'elle se réveille. Arrête. Non, ça fuit vraiment. La pompe à essence qui est percée. C'est le tuyau de la pompe à essence? Ouais. Bon, eh ben on la tire. On va la tirer, elle est cuite. Sur un plateau, comme un prestigieux véhicule de collection. Tous les égards pour un transport en douceur vers Tancarville, chez Frédéric, sa clinique des visas. Allez mon grand. Allez vite. Vite. On l'amène dans sa dernière demeure. Par avis du sauvetage, le père de Frédéric, mais toujours prêt à donner un coup de main. J'aurais préféré qu'ils prennent autre chose que ce truc-là, mais bon, on aime ce qu'on aime. Et pourquoi est-ce qu'ils les aiment, celles-là? Bah c'est peut-être parce qu'ils justement ils sont moches. C'est vrai? C'est vrai. Puis au moins on fait pas comme tout le monde, c'est surtout ça. Vous les sauvez de l'oubli? On va dire ça, puis on essaie de les faire revenir un peu sur les devants de la scène, on va dire. C'est vieux. J'aurais préféré qu'ils prennent de Dodge ou comme moi j'avais les Amis 6. Ça c'était de la voiture carrossée. Ça c'était fini à la serpe. Hein. Le père a transmis le virus Citroën, mais apparemment pas le bon modèle. 700 € cette Visa rouge. Cher, mais pour Frédéric, c'est carrément l'affaire du siècle. Donc elle a été commercialisée que sur 6 mois. Et avec le temps, les prix mal à la casse, c'est devenu quasiment introuvable, on va dire. Ça passe de ton côté, papa? Quand je la présenterai dans les salons, ça sera assez intéressant. Frédéric se donne 2 ans pour rénover la Visa rouge. Je suis en train de décoller les baguettes, donc comme elles sont très bien collées, je suis obligé de chauffer et puis de passer une spatule derrière pour les décoller sans les abîmer. Vous les récupérez après? Oui, je les récupère parce que c'est introuvable. Attention anti-méo. L'objectif est d'atteindre l'état collection, comme la bleue, sa voiture fétiche. Tout l'ADN Citroën dans cette auto, et beaucoup plus que ce que l'on imagine. C'est une Citroën à moteur Citroën et non pas une Citroën à moteur Peugeot. Et ça c'est le cas. Et là, c'est le moteur 652 cm3. Attention, haute technologie. Le fameux bicylindre de la Visa avec allumage électronique intégral. C'était une première mondiale à l'époque sur un véhicule de série. Et moi j'en ai une sur chaque voiture. Il y a sa vignette 79, copie conforme de l'époque. Une passion lancée par son père, qui pourtant n'aime pas les visas. C'est mon père qui m'a trouvé une voiture, une Visa bicylindre de 83. Mais au début, j'en voulais pas du tout. Pour moi, une Visa moteur de Dodge, déjà, c'était pas beau, ça faisait du bruit. Et puis au final,
Avec le temps, en fait, je suis tombé amoureux de la voiture. Des voitures toujours peu ou pas cotées. Mais l'important, c'est d'être le premier à collectionner des visas. C'est pour pas être comme tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien les visas, parce que je suis pas comme tout le monde. Et ces voitures, Frédéric les veut aussi en miniature, le culte au cœur du salon. Ouais, il doit y en avoir à peu près 200. Devant son beau-frère, toujours surpris par une telle obstination. Tiens, regarde. Je me suis amusé à faire ça pour l'exposition, même si c'est râpé pour cette année. J'ai reproduit la Visa rouge en miniature, avec la décoration. En fait, je l'ai démonté, je l'ai repeint avec de la peinture carrosserie. J'ai refait tous les petits détails, les baguettes, les décorations, le jupe en noir devant. C'est un petit peu la part d'enfance qu'on a toujours en nous. Et, même si c'est des miniatures, on va dire que c'est des jouets pour grands, mais il y a toujours une petite part d'enfants en nous qui fait qu'on joue aux petites voitures, on continue à jouer aux petites voitures, même si on joue aux grosses voitures. Une collection qu'il transmettra à Timéo, touché à son tour par la passion des chevrons. C'est une Dodoche? Ouais. Oui. Ah, t'es Pas de Dodoche, mais des 504 au port de Gênes. Ils sont tous là, les copains d'Annie, en partance pour la Sicile. Je vais la veste après. Et toi? Bonjour. Ça fait plaisir, hein? Bien. Tu es avec ça? Oui. Voilà, et puis moi je suis avec la rouge. Je suis avec la pompier. On va ramener du vin d'Italie, il y a 2 camionnettes. On a dû faire 400 bornes, je pense. On n'a pas fait 500 bornes, on a dû faire 430, 440. Ils se retrouvent dès qu'ils le peuvent, ces amateurs de voyage en ancienne. C'est la porte. Certains sont un peu mécanos, J'arrive plus à l'ouvrir. et pour Annie ça tombe bien. Tu vas pouvoir faire quelque chose ou pas? Sa porte est toujours bloquée. Tu sais, la petite tringuerie, je regarderai avec Édouard, là. On est des spécialistes de Peugeot 504, nous. Hein? Pour Fanny, c'est aussi la découverte d'autres modèles, comme cette 404 cabriolet. Ça fait une ambiance et c'est un monde, on va dire, on retourne un peu en arrière et on retrouve des petites actions simples, une époque différente mais qui apporte beaucoup plus et on se rend compte que avec moins, avant ils étaient tout autant heureux que nous maintenant avec nos grosses voitures, la grosse technologie. Aujourd'hui on fait des voitures avec du plastique. Là c'est quand même de la tôle, c'est je veux dire de l'alu, non, ça a un autre cachet qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est l'américaine à la française. C'est parti pour l'embarquement. Annie, ses enfants et la 504 à l'assaut de l'Italie et de ses belles carrosseries. Les Françaises, elles tiennent la route aussi. Je pense qu'on va bien s'amuser, ça va être très sympathique. Pendant ce temps, du côté d'Orléans, c'est l'heure de vérité. Non, même pas la calandre. Les calandres sont, les vis sont sur la voiture. C'est pas compliqué. Démarrez-moi cette voiture. De retour de la chasse au trésor, les fanas de R5 vont tenter de redémarrer la voiture avec les pièces récupérées lors du jeu. Le clignotant. Vas-y, donne le clignotant. Pour Dylan, il s'agit du clignotant. Bonne nouvelle, il a pioché avec son père le bon modèle. C'est pas un gauche, qui est voilà, c'est simple. Tournevis, il est où là? Yes. Il faut la foncer et la repeindre. Bon, moi j'ai remonté mon clignotant, je vais boire un coup maintenant. Trop tôt pour l'apéro. Corinne se charge de la direction. Tiens le volant en même temps. Je pense que c'est bon là, non? Je pense qu'il va falloir qu'un homme vérifie derrière moi. Hein. Enfin, ou quelqu'un qui s'y connaît déjà. C'est bon là? Ça y est, j'ai mis le volant, dites donc. Quel exploit! Bravo. Mon Dieu! Merci! À Dylan, la lourde responsabilité de tourner la clé d'une voiture bien plus vieille que lui. Non. Vas-y, tu peux démarrer. Oh putain. Ah là 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 là.
vois des générations, justement des jeunes générations comme mon fils qui maintenant, ils sont passionnés par ces voitures-là et que leurs parents n'ont pas forcément eu, mais voilà, c'est sympa de revenir en arrière comme ça. Je reviendrai, oui. Toutes les sorties Renault 5, on les fait, oui. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Être fidèle au poste. Voilà, Et à l'R5. c'est ça. Fidèle à la R5. Tout le temps. Comme la 504 et bien d'autres, la R5 a traversé les décennies pour revenir sur le devant de la scène. Grâce à Patrick, Corinne, Dylan et les autres, ces amateurs de vieilles mécaniques fiers de leur culture automobile qui font de ces petites Françaises populaires des véhicules de collection. Remettre le passé au présent, voilà également le moteur des jeunes gens que nous allons maintenant découvrir. À l'heure où leurs congénères créent des start-up, eux ont décidé de sauver des savoir-faire ancestraux. L'une est garde champêtre à cheval, l'autre fabrique des archets de violon. Un troisième, enfin, dirige le dernier atelier des célèbres images d'Épinal, des métiers en voie de disparition. C'est un grand reportage de Frédéric Isbach et Arnaud Morial. Ça va? Tous les matins, Alice se rend dans cet atelier. À 22 ans, elle exerce un métier particulier. Elle fabrique des archets de violon. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine d'archetiers en France. La méthode de fabrication d'un archet, ça n'a pas changé d'il y a 100 ans à aujourd'hui. C'est les mêmes gestes, les mêmes outils. C'est son père qui lui enseigne le métier, car il n'existe pas d'école d'archetier. Papa? Oui. Tu peux me passer l'équerre, s'il te plaît? Oui. Merci. Depuis plusieurs semaines, Alice est sous pression. Pour la première fois, elle va réaliser seule un archet pour une grande violoniste de l'Orchestre national de Lyon. Ça m'a pris quasiment plus d'un mois. Puis j'ai tout fait toute seule, quoi. Tout est sorti de mes mains. Je suis partie d'un bout de bois brut et j'arrive à un archet. Ça va être un test. Ça passe ou ça casse. Comme Alice, d'autres passionnés ont choisi de pratiquer un métier en voie de disparition. Sonia est garde champêtre. Il n'en reste plus que 1500 en France. Je fais un métier hors du commun qui n'est pas courant et qui existe depuis tellement d'années que c'est très bien de faire en sorte que ça continue. Les gardes champêtres sont chargés de faire respecter la loi dans les campagnes. Je pense que vous avez la carte de pêche. Je pense, ouais. Ok, c'est bon, vous êtes à règle, c'est bien. Très bien, merci. Merci. Hein. Merci, au revoir. Cette semaine, Sonia et Nicolas, son partenaire, vont avoir du travail. C'est le début des vacances scolaires en Alsace et les promeneurs devraient être nombreux. David, lui, est imprimeur à l'imagerie d'Épinal. Il y a un an, cette célèbre institution a failli disparaître, mais des repreneurs l'ont relancée. Dans quelques semaines, l'imagerie d'Épinal organise une exposition à Paris. David doit tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. On a surtout envie de voir le résultat final, c'est ça qui est excitant. Nous avons suivi ces trois jeunes, unis par une seule et même passion, perpétuer une tradition. À Vichy, 2 fois par an, se tient une grande vente aux enchères. Une sélection exceptionnelle de violons et d'archers. Pour cette vente, des acheteurs viennent du monde entier. Vous venez d'où? Los Angeles. J'habite à Séoul. Je suis de Corée. Celui-ci. Montrez-moi celui-là, le 350. Et le voilà. Ah, ok. Ah, super, merci beaucoup. Danny, lui, vient de Hong Kong. Regardez, il a été fait il y a 100 ans et toutes ces pièces sont en parfait état.
Cette partie, la hausse, elle est faite en écailles de tortue. Et là, l'archetier n'a pas utilisé de l'argent, mais de l'or. Cet archer est estimé autour de 50 000 euros. Un petit bijou que ne pourront pas s'offrir Alice et son père. Bizarre. On dirait une tête de tourte, mais tout petit. Ça, c'est vers 1930 à peu près. Ils sont venus pour acheter des archets qu'ils revendront après les avoir rénovés. C'est du bois de fer. C'est du bois de fer. C'est quoi ce qui est noir? C'est pas de l'ébène? C'est de la gomme laque. Mais c'est comme ça d'origine? Oui, oui, ils faisaient comme ça à l'époque. Ok. Les enchères, c'est vraiment un jeu. Il faut vraiment se fixer une limite et jamais la dépasser. Vu que c'est une grosse vente internationale, beaucoup de gens montent très haut. Vous avez du monde? Oui, ça se passe très Franck s'est fixé un budget de 10 000 euros. Face aux riches acheteurs étrangers, pas sûr que cela suffise. À 7500 nous sommes, j'adjuge à 7500. Bien vu. Et ça engrais 7500. 7500. À 14 h, la vente commence. En salle. Pour Alice, c'est une grande première. Je voulais qu'Alice vienne avec moi aujourd'hui pour qu'elle connaisse le frisson de la salle des ventes. 1000 enchères actuellement. Pour l'initier, Franck lui demande d'enchérir pour lui. Le lot 248 est une baguette d'archer de violon de Joseph Arthur Vigneron père. Il est signé. Nous commençons à 3500. 3500. 3800. 4000. 4000 l'enchère en frontière actuellement. Lève la main. 4200. 4500. 4800. Moi, il me voit pas. Garde la main en l'air. 5000. 5500. 5800. Montre. 6000. 6500 l'enchère actuellement. À 6500. 6500 l'enchère. 7000. Vas-y. 500. Oui, 7800. 8000 l'enchère actuellement. À 8000 nous sommes actuellement. 500. 9000. 9000 une fois. 9000 deux fois. J'ai 9000. Bravo. Ça fait battre le cœur très vite. Après rénovation, Franck espère vendre cet archet 12 000 euros. Ça rentre dans le principe des œuvres d'art. Ce qui fait le prix, c'est l'auteur. Comme un tableau. Ça marche pareil. 58 000 l'enchère. Et les prix peuvent atteindre des sommets. Cet archet du 19e siècle va battre le record de la journée. J'ai 58 000. Bravo, félicitations. Dans le centre-ville de Lyon, 2 jours plus tard. Alice travaille sur une commande importante. 2 archets pour une violoniste de l'Orchestre national de Lyon. C'est la première fois qu'elle va les fabriquer seule. Donc là, on va passer à une étape importante, c'est le cambrage. Donc je vais chauffer ma baguette pour pouvoir la cambrer ensuite. Mon père me laisse faire ça tout seul, c'est une partie importante de la construction de l'archet. Et c'est important que je le fasse seul. Chacune de ces baguettes coûte 150 euros. Alors le risque, c'est de trop chauffer et que la baguette se casse, ou justement de ne pas assez chauffer et que la baguette se casse aussi. C'est un bois précieux qui coûte très cher. Il ne faut pas y casser. Fabriquer un archet de cette qualité demande plus d'1 mois de travail. Le geste doit être sûr, car l'archetier n'utilise que des matériaux nobles et coûteux. La nacre, l'ivoire, l'argent ou l'or. Et surtout le bois de Pernambouc, une essence précieuse venue du Brésil. Je te montre mon cambrage. Bon, il y a un point vers la hausse qui est pas top, mais on l'aura au rabotage. Voilà. Ouais, mais là, tu l'auras pas au rabotage. Ah oui? On prend la lampe à alcool. Je laisse pas passer les choses et c'est sûr que c'est pas évident. Des fois, je crie un peu. Vous avez un sale caractère? C'est pas facile à avouer. Je dis que t'as pas mauvais caractère.
Non, absolument pas. Alors c'est pas ce que disent les autres, hein, archetiers. Dans tes rêves, ma chérie. En 30 ans de métier, Alice est la première apprentie que Franck accepte de prendre sous son aile. Passe la baguette à côté de... Mais travailler en famille n'est pas toujours facile. Quand Alice était lycéenne, vous imaginiez qu'un jour vous seriez en train de fabriquer des archers avec elle? Ah non, pas du tout. C'était plus une menace pour la faire travailler en lui disant je vais te prendre à l'atelier à coups de pied dans les fesses pour t'apprendre ce que c'est que le travail. Plus jeune, je pensais pas du tout devenir archetière. En fait, je voulais faire un métier plutôt manuel. Du coup, j'ai demandé à papa de me prendre à l'apprentissage et c'est ce qu'il a bien voulu. J'ai hésité à l'apprendre parce que c'est un métier qui est pas facile. C'est un métier, il faut beaucoup de rigueur. J'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur, en fait. Alice va bientôt avoir l'opportunité de faire ses preuves. Dans quelques semaines, la violoniste de l'Orchestre national de Lyon viendra essayer ses archets. L'Alsace est l'une des dernières régions à conserver une tradition, celle des gardes champêtres. Doucement, doucement, doucement. À 32 ans, Sonia est garde champêtre depuis 8 ans. Et voici sa coéquipière. Elle s'appelle Oma et elle a 14 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec elle. Comme tous les gardes champêtres, Sonia est propriétaire de son cheval. C'est pas mon bébé, mais voilà, c'est mon animal que j'ai aussi envie de chouchouter et puis de passer des moments avec. Aujourd'hui, je peux allier la passion et le travail. On est prête. Sonia part retrouver Nicolas, son partenaire. La profession de garde champêtre remonte au Moyen-Âge. Jusque dans les années 60, on en comptait plus de 30 000 en France. Ils sont aujourd'hui 20 fois moins nombreux. C'est surtout un métier de sensibilisation auprès des gens, du respect de l'environnement. Et puis on fait un petit peu aussi de la police. Parmi les contrôles les plus fréquents, celui des champignons. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé des champignons? Vous avez trouvé quoi comme champignons? C'est bien fait, hein. Voilà. Le plus gros. Ça se mange comment ça? Vous chopez à la poêle, et puis c'est... Et ça descend tout seul. Ça pas de souci. Les gens ont droit à prendre des champignons. Donc en général, c'est moins de 5 kilos voilà, par personne. Au-delà de 5 kilos, les cueilleurs risquaient une amende de 135 €. Je peux le caresser? Oui, bien sûr. Ouais. C'est super agréable de voir que les gens nous approchent plus facilement le fait qu'on soit à cheval. Elle aime bien ça, le calme. J'ai pas la même vision maintenant d'un policier que le garde champêtre, quoi. Le garde champêtre, il veille au bienfait de la nature. Pour moi, c'est la vision que j'ai de votre métier, quoi, du moins. Quoi. Bonne journée. À la prochaine, hein, au revoir. Allez, on va retrouver le moment maintenant. Hein. On va voir. On va nettoyer tout ça. L'essentiel des activités des gardes champêtres consiste à protéger la nature. Un métier qui a bien évolué depuis un siècle. J'avais un peu l'image que tout le monde a, c'est-à-dire le garde champêtre avec le tambour qui fait les annonces dans les villages. Pas forcément ce qu'on fait nous là, qui est très diversifié. Aujourd'hui, ils se rendent dans la réserve naturelle du Bollenberg, un site protégé. C'est le premier jour des vacances scolaires. Les randonneurs devraient venir nombreux. Bonjour. Bonjour. Sonia et Nicolas vont devoir redoubler de vigilance. Car tout le monde ne semble pas connaître la réglementation. Bonjour. Éteignez le moteur, s'il vous plaît. C'est interdit aux véhicules à moteur. Ah bon? Ouais, il y a un panneau à l'entrée là. Normalement, c'est interdit. Hein. C'est un bel endroit, du coup, on voulait aller un petit peu observer la vue qu'on a. Et tu savais que tu n'avais pas le droit de passer en mobilette? Ah non, ça je savais pas, non, sinon je serais pas allé. C'est 35 € là, d'amende. Ah d'accord. Ouais. Les gardes champêtres se contentent d'un avertissement.
Voilà, on le laisse repartir tranquillement. Maintenant, il est prévenu. S'il est contrôlé de nouveau, on sera peut-être moins gentil. Et on va vous demander de la pousser pour ressortir. Si ce jeune homme doit repartir à pied, c'est que les prairies de la région abritent une flore très rare. Donc là, de prime abord, quand on regarde, on a l'impression que c'est une pelouse ordinaire. Et en fait, au printemps, il y a des plantes protégées, les orchidées ou l'anémone pulsatile qui poussent. Et donc c'est pour ça qu'on interdit toute circulation de véhicules. Vous avez pas vu là? Il y a un panneau de circulation interdite. Donc faites demi-tour, merci. C'est toujours de faire plutôt de la prévention que de la verbalisation. À la base, on voudrait que les gens comprennent qu'au niveau de l'environnement, il faut essayer de le préserver. Donc on préfère faire de la sensibilisation. Oui, il a fait beau, mais on a quand même vu un peu de monde. Hein, bon, demain, je pense qu'on ira vers le Grand Ballon. On va voir ce qui se passe là-haut. Demain, Sonia et Nicolas vont devoir remplir d'autres missions. Exercer un métier rare, c'est aussi être le gardien d'un savoir-faire. Épinal, dans les Vosges. Ce qui fait la renommée de cette petite ville depuis 1796, ce sont ces images, fabriquées dans ce bâtiment. Cette imagerie est la plus ancienne d'Europe, et surtout la dernière en activité. Aujourd'hui, le garant de cette tradition, c'est David, 25 ans, le chef d'atelier de l'imprimerie. Tu peux m'allumer la lumière aussi, s'il te plaît? Ouais. Merci. Pour lui, la journée commence à la cave avec Damien, son apprenti. Où est-ce qu'on l'a mise la dernière fois? Sur ces pierres, toutes les images d'Épinal depuis 200 ans. Au total, il y en a plus de 6000 classés patrimoine historique. Un trésor unique au monde. Quand je suis descendu ici pour la première fois, j'étais très surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de pierres déjà, qu'il y avait autant de matières, de matrices, qu'il y avait autant d'images qui avaient été tirées en fait au sein de l'atelier. C'est impressionnant quoi. Enfin, la quantité, c'est incroyable. Donc ce qu'on cherche, c'est une image avec des animaux. Ouais. Il y a un marin dessus, un lion, un requin. Donc si tu la trouves, elle doit être par là. Ouais. David aimerait rééditer d'anciennes cartes postales avec des animaux. Mais il a parfois du mal à s'y retrouver. De la fin du XVIIIe au XXe siècle, les images d'Épinal remplaçaient la photographie. Elles servaient d'illustration dans les journaux, les publicités et même dans les manuels scolaires. C'est un peu comme une grosse bibliothèque, quoi. Ouais, c'est des grimoires. C'est ça, c'est la mémoire de la pierre. David a enfin trouvé la pierre qu'il cherchait. Elle n'a pas servi depuis 1850. Ah, donc on va la remonter, quand on va se la refaire. Tu vas bosser dessus un peu. Donc on la tire en main, ok. Ouais, bah comme ça on pourra faire des petites cartes postales, quoi. Ouais, impeccable. David rêvait de travailler à l'imagerie d'Épinal pour apprendre son savoir-faire unique. Aujourd'hui, c'est lui qui l'enseigne à Damien, son apprenti. Voilà, c'est des techniques qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on apprend ici même à l'imagerie, en fait. Donc tu la tires bien, non mais pas trop. Parce que là on est quand même sur des choses en finesse. Donc si tu mets trop d'encre, ça va boucher. Donc vas-y plutôt doucement. N'oublie pas de croiser aussi. La pierre est ancrée pour procéder au premier tirage. Ici, tout est fait à la main, comme au XVIIIe siècle. La presse en bois a plus de 200 ans. Ouais, ça, va pas trop vite, va pas trop vite. Ça. Et à la moindre erreur... Stop à caler, ouais. Non, je te l'ai dit de faire doucement. Putain, merde. Heureusement, cette fois, la pierre n'a pas été endommagée. C'est fragile comme pierre. Si on met trop de pression, il y a 500 kg de pression qui sont sur la pierre, donc elle risquerait de casser.
Donc là, il faut trouver le juste milieu dans la pression, etc. Donc là, je pense qu'on va pouvoir rajouter un peu d'encre. Ouais. Là, c'est un peu faible. C'est un peu faible, là. Ce savoir-faire a fait le succès de l'imagerie jusque dans les années 70. Les ouvrières qui manient ainsi ces brosses de soie trempées à la gouache pourront, selon leur habileté et le format de la planche, passer une seule couleur sur 500 images dans leur journée. Mais avec le développement de la photographie et de la télévision, ces images deviennent désuètes. Dans les années 80, c'est le dépôt de bilan. Pendant 30 ans, les machines sont à l'arrêt. Jusqu'en 2014, quand 2 entrepreneurs de la région rachètent l'imagerie. Ils décident de miser sur de nouveaux talents, des artistes contemporains dont ils impriment les œuvres. Et ça marche. Cette année, l'entreprise a atteint l'équilibre financier et emploie une quinzaine de salariés. Il faudra que tu sois vigilant à ce niveau-là. N'oublie pas de bien poinçonner régulièrement, pas trop loin. Dans une semaine, une exposition a lieu à Paris. David compte sur cette œuvre, un Napoléon version moderne, pour séduire le public. Il n'a plus que quelques jours pour terminer leur impression. À Lyon, l'heure de vérité approche aussi pour Alice, l'archetière. Elle est sur le point de terminer les 2 archers que lui a commandé la concertiste. J'en ai déjà fini un. Monté argent et os. C'est une petite œuvre d'art qui a nécessité plus d'1 mois de travail. Beaucoup de sueur, d'angoisse. J'en suis pas peu fière. Et je suis en train d'en finir un deuxième qui sera monté tout argent. Je suis un peu anxieuse, j'espère que ça plaira. J'espère qu'au bout de 2 ans, je suis quand même apte à faire un archer bien. Bonjour. Bonjour. Alice, enchantée. Enchantée. Dans quelques instants, Alice saura si son archer a séduit la violoniste. Alors voilà, les 2 archers. Ok, je vais essayer ça. Manuelle Renaud, la violoniste, vient essayer ses archers. Cela fait 6 mois qu'elle en cherche un qui lui convienne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bien, bien. Bon. Donc vous venez pour essayer les archers? Oui. Donc c'est Alice qui va vous les présenter, parce que c'est elle D'accord. qui les a fait. Alice, tu viens? Bonjour. Bonjour. Alice, enchantée. Enchantée. Bon, je vais voir les... Tu présentes tes archers, je te laisse te débrouiller. D'accord. Alors voilà, les 2 archers. Donc celui-là, il est tout argent et ébène. Il y a le recouvrement en argent. C'est ça la différence entre les deux. Il y a le bouton argent. Et j'ai fait une plaque argent aussi. Ok, je vais essayer ça. Il est bien équilibré, il n'est pas trop lourd et en même temps il a de l'attaque. Il est agréable, hein. À première vue, il est vraiment agréable. On entend une différence. Moi, je la sens. Je sais pas si toi, tu l'entends. Légèrement. Légèrement. J'ai plus de facilité avec celui-là. C'est bien, hein. Vraiment, hein. C'est du beau travail, en tout cas. Que ça te plaise, hein. Je suis vraiment heureuse de découvrir ces archers. Je trouve qu'ils vont bien avec mon instrument. Le son, leur son, est rond et chaud et c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que je recherche en tout cas. Je suis contente. Je vois quelqu'un qui les joue. Parce qu'à l'atelier, ils dorment, ils sont pas joués, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir son archet jouer. Et donc, ils coûtent combien, ces archers-là? Du coup, ils coûtent 1 800 €. D'accord. Ok. Bon, ben, il faut que je les garde. Je peux les garder un moment? Oui, bien sûr. Hein, vous me les prêtez, je les essaye tranquillement à la maison et puis je vous Pas de rappelle, problème. je passe. Voilà. Ça marche. Super. 2 semaines plus tard, la musicienne a finalement acheté un des archets d'Alice.
La jeune femme est bien partie pour marcher sur les traces de son père et faire vivre encore quelques années le métier d'archetier. Si Alice a su relever le défi, en Alsace, Sonia, la garde champêtre, attaque une nouvelle journée de patrouille. Il y a Zaf sous mon genou. Il est blessé. Une personne vient de recueillir un oiseau tombé du nid. Mais écoutez, vous allez le laisser dans une boîte, je vais vous envoyer une patrouille. Cette fois, Sonia a laissé son cheval à l'écurie. S'occuper des animaux blessés ou perdus fait partie de ses missions. Mon métier, ce qui me plaît, c'est être au contact des gens, être au contact des animaux. Voilà, tout ça, c'est tellement varié qu'on ne s'ennuie jamais. Bonjour. Bonjour. On vient pour récupérer l'oiseau blessé. Oui. Voilà. En fait, quand on est passé dans la forêt en voiture, là-bas, il était sur le bas-côté par terre. Donc on l'a ramassé puis on l'a ramené à la maison. Voilà. Il est vif, hein? Il est vif, hein. Non, c'est bon signe, hein. Il a l'air en forme, il se débat, il crie, donc c'est bon signe, donc on va réussir à le sauver. Donc en fait c'est un jeune piquet pêche, c'est la même famille que le pic vert. Ok, bah écoutez on va l'emmener à la LPO et puis ils vont déjà le soigner. Voilà. Merci madame pour votre collaboration. Bonne journée, au revoir. Au revoir les enfants. Le piquet pêche est une espèce protégée. Sonia et Nicolas vont le confier à un refuge. Mais en chemin, ils sont appelés pour un autre animal. Oui, bonjour madame, c'est la patrouille de la brigade verte. Vous avez appelé par rapport à un chien, il est encore là? Oui. Ah d'accord, ben c'est bien, alors garde-le, on arrive là, on arrive dans 5 minutes, on est là. Hein. Cette fois, il s'agit d'un chien errant. Bonjour madame, c'est la brigade verte. Oui. C'est pour le chien. Ben voilà. Voilà. Ah bah oui, c'est un chien. Depuis la veille, le chien a trouvé refuge chez cette femme. À côté. Et on a vu ce chien couché au portail de ma maman. Il m'a suivi. Et après, il s'est couché sur mon palier. Et à 3 h du matin, il pleurait. J'ai été le chercher. On lui a donné à manger, à boire. Et puis ben, voilà. Non, mais je suis l'amie des bêtes. Ouais, ça se voit, c'est bien. Non, mon mari m'appelle Brigitte Bardot. Avec le lecteur de puce, je vais voir donc si le chien est pucé. Voilà, ça a fait le petit bip, donc voilà, on a la puce. Grâce à ça, on va retrouver le propriétaire. Merci madame. Pour la... De rien. On vous tiendra au courant. Hein. Ouais, d'accord. Bonne journée. Au revoir. Salut Loulou. Avec les informations fournies par la puce, les gardes champêtres peuvent se rendre directement à l'adresse du propriétaire. On a souvent des chiens, des chats, même des animaux sauvages, hein, des chevreuils, des renards. On a tout transporté là-dedans. Le propriétaire du chien habite quelques rues plus loin. Bonjour, c'est la brigade verte. On a récupéré un chien. Un chien? Oui, un braque allemand. Ah, c'est bien. C'est le vôtre? Oui, c'est possible. C'est votre chien, hein? Oui, c'est celui-là, oui. Donc apparemment, il était parti depuis hier soir. Ben oui, c'est possible, mais il n'est pas attaché, donc après, j'ai pas vérifié. Je suis rentré vers 2 h du matin et... Vous n'avez pas rendu compte? Ce matin, vous n'avez pas rendu compte qu'il n'était pas là? Non. Est-ce que vous le laissez dehors? Oui, il est dehors. Il a 5 ans, il s'appelle Flock. Et bon, apparemment, il fugue en ce moment. Voilà, merci. Hein. Bonne journée. Hein. Bonne journée, au revoir. Là, on se sent utile quand on arrive à retrouver le propriétaire d'un animal errant comme les chiens. Pour nous, c'est une histoire qui finit bien, effectivement. Mais on préfère ça. Dans les années à venir, les gardes champêtres pourraient bien disparaître. Une loi est en préparation pour qu'ils deviennent tout simplement des policiers municipaux. L'imagerie d'Épinal, elle aussi, a bien failli disparaître. Pour moderniser son image, David et ses collègues impriment désormais les œuvres d'artistes contemporains. Donc là, moi, en ce moment, je travaille sur une adaptation de Napoléon à Sainte-Hélène. Donc là, ici, on a l'original. Napoléon, version 19e siècle. Et voilà le même Napoléon revisité par Chat Noir, un célèbre artiste colombien. Lunettes noires, cigarettes et chat fluo.
Réaliser une œuvre comme celle-ci demande beaucoup de temps. En lithographie, il faut un passage en machine pour chaque couleur. Donc là, on a 11 couleurs sur l'image et il nous manque le violet puis le noir. Au total, il faut 1 mois de travail pour produire 50 affiches comme celle-ci. On donne beaucoup de sa personne ici. On donne un peu de son corps, de son âme, je sais pas, enfin... Voilà, c'est un engagement, quoi. Dans quelques jours, ces œuvres seront mises en vente à Paris, 500 € chacune. La semaine suivante, David a quitté Épinal pour le quartier de la Bastille. Alors je suis venu à Paris 3-4 fois, hein, pas plus, donc pour moi c'est un peu la sortie annuelle, hein, donc c'est toujours assez plaisant de venir sur la capitale. Sous son bras, les dernières lithographies de son Napoléon version moderne. Ce soir, il va découvrir l'exposition consacrée aux images d'Épinal. Et première surprise, son affiche est la star de la vitrine. C'est génial ça. Ça envoie du lourd. Voilà, je suis très fier de moi, je suis fier de ce qu'on a fait au sein de l'atelier. C'est le renouveau, quoi. Dans la boutique, Pacôme, le directeur de l'imagerie, et Chat Noir, l'artiste colombien qui a dessiné le Napoléon tout en couleur. Avec la Pacôme, qu'est-ce que vous fêtez? Alors on fait la première collaboration avec Chat Noir et on le fait dignement avec David qui a travaillé sur ce projet. Ouais. Chat Noir doit encore vérifier la qualité de la dernière série apportée par David. Alors c'est les derniers petits bébés? Exactement. Ils attendent juste d'être signés. Voilà. J'hallucine ou les fluos sont de plus en plus clairs dans les passages? Non, c'est la lumière. David, là c'est vous qui exécutez le travail et l'artiste qui signe? C'est ça. J'ai bossé avant aussi. Hein. Notre travail, c'est d'être le plus proche de ce que l'artiste veut. Je suis plus que satisfait. On est dans des bleus lumineux ou des rouges absolument somptueux. David, félicitations pour avoir réussi à être aussi propre. Il y a l'amour du travail en fait. C'est comme on dit en Colombie, c'est du bon café. Là, c'est le bon café. Là on est dans le vrai terroir en fait. L'exposition de Chat Noir a remporté un grand succès. Grâce au talent de ses passionnés, les images d'Épinal vont peut-être retrouver une nouvelle jeunesse. C'est la fin de Grand Reportage. Tout de suite, un nouvel épisode de votre série documentaire consacrée aux vétérinaires. Et nous, on se retrouve à 20h. Très bel après-midi sur TF1. À tout à l'heure. Samedi prochain, dans Grand Reportage, une enquête exceptionnelle sur le travail au noir. Bonjour. Inspection du travail. Contrôle URSAF et direct. Opération du procureur de la République. Faudrait votre identité. Moi, je travaille pas là. Si. En France, tous secteurs confondus, la dissimulation d'activités et d'emplois de salariés représenterait chaque année un manque à gagner de près de 20 milliards d'euros pour l'État. Il y a une partie d'entreprises ou de citoyens qui ne payent pas leurs impôts, leurs charges. Ça oblige d'autres à payer plus. Et donc, en fait, finalement, tout le système est vicié et il n'est pas viable. Et dans Reportage découverte, passé 7 jours et 7 nuits, dans la capitale de la Flandre, Lille. Vous allez me faire pleurer? Vous avez assuré. Moi, c'est vous qui avez assuré. Découvrez ce qui fait de cette ville l'une des plus agréables de France. Merci. Vous m'écoutez la soupe? Tiens. Oh, c'est comme ça, Oisem. Écoute, tout le monde a bon cœur. On est riche en amour, riche en tout. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on est riche en tout.